Bonjour à tous et merci de votre invitation et de votre accueil. Je vais vous parler de transition énergétique dans le monde et en France. Et vous allez voir que dans le monde et en France, c'est pas toujours compris de la même façon. Et donc je pense que c'est important d'essayer de resituer les enjeux. Et je vais commencer par vous montrer cette photo des incendies en Australie en 2020, qui a été l'une des grandes manifestations récentes des dérèglements climatiques. Il y a eu des inondations en Allemagne, il y a eu beaucoup d'autres choses. Voilà, ça m'a irrésistiblement fait penser à la couverture de ce livre que j'avais publié en 90. C'était vraiment... Ça se passe vraiment comme prévu, malheureusement. Et on ne peut pas dire qu'on est surpris. On ne peut pas feindre la surprise. On ne peut pas dire, mais on n'était pas sûr, on ne savait pas. On savait très bien. Je vais pas du tout parler du changement climatique, de ses causes scientifiques, de pourquoi on le savait, etc. Mais ce serait l'objet d'une autre conférence, et il y a des climatologues qui sont là pour ça. Mais voilà, c'était pour dresser le contexte. Le changement climatique est la raison numéro 1 de la transition énergétique, même s'il y en a d'autres. Il y a la pollution atmosphérique, il y a l'accès de tous à l'énergie, il y a les perspectives... tôt ou tard, d'épuisement de ressources fossiles, etc. etc. Mais voilà, le dérèglement climatique est le principal moteur, même si, alors, en France, les craintes suscitées par l'énergie nucléaire font également partie, pour certains en tout cas, des motivations de la transition énergétique. Mais on viendra au cas français plus tard. Je vais d'abord vous parler des énergies renouvelables et de l'électrification en général, parce que ce sont les deux principaux axes de développement de la transition énergétique dans le monde. Je vais évoquer la variabilité du solaire et du vent, parce que c'est quand même les questions importantes qui se posent quand on va voir le rôle que l'éolien et le solaire sont en train de prendre dans le mix électrique et le mix énergétique mondial. On va évoquer la question de l'hydrogène qui est devenue très très à la mode, et on va essayer de distinguer ce qui est effet de mode et ce qui est nécessité réelle. On va se poser la question rapidement des minéraux. Est-ce que nous avons les minéraux nécessaires, les métaux nécessaires pour la transition énergétique? Et puis à la fin, je viendrai aux questions plus spécifiques de la transition énergétique en France. Alors la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas eu de transition énergétique dans le passé. Non, on n'est pas passé des anciennes renouvelables au charbon, puis au pétrole, puis au gaz, puis à l'électricité. Toutes ces énergies se sont ajoutées les unes aux autres. Et c'est ce qui fait dire à un certain nombre d'analystes et de sceptiques que la transition énergétique n'est pas possible, qu'on ne fera qu'ajouter les énergies renouvelables aux énergies fossiles. En fait, effectivement, historiquement, il n'y a pas eu de transition au sens de une énergie a totalement cédé la place, même si la part des renouvelables, des vieilles renouvelables, c'est-à-dire la biomasse, la traction animale ou l'hydraulique aujourd'hui, ont régressé. Elles n'ont pas régressé en valeur absolue. En valeur absolue, elles se sont ajoutées, mais il faut dire qu'on est passé d'un monde de 500 millions d'habitants à un monde de 7 milliards, et ce n'est pas fini. Donc ceci explique aussi largement cela. Si je prends même plus précisément l'électricité, et que je regarde ce qui s'est passé depuis 1997, on avait à l'époque... 63% de l'énergie qui venait de l'énergie pour faire de l'électricité qui venait des combustibles fossiles, notamment le charbon et le gaz. Et puis on avait 37% d'énergie non fossile. On va venir au détail. Et si je regarde ce qui se passe aujourd'hui, en 2018, apparemment rien n'a changé. Donc c'est un peu désespérant. Et de fait, les émissions de CO2 mondiales n'ont pas reculé. On a cru pendant 2-3 ans qu'elles s'étaient stabilisées avant de déchanter. Après, il y a eu la pandémie, et avec un petit blip dans les émissions. Mais voilà, les émissions mondiales n'ont pas commencé de reculer. Donc, ce qui fait à nouveau dire à des sceptiques que ça n'est pas possible et que ça n'arrivera pas. Si je regarde dans le détail, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'essor incontestable des énergies renouvelables s'est fait... a abouti en fait à remplacer le nucléaire qui, en part, a régressé dans le monde avec des pays qui quittent le nucléaire, les incidents
ou l'accident de Fukushima, le Japon qui peine à redémarrer ses centrales, etc. Donc des ralentissements extrêmement sensibles, alors que la consommation d'électricité continue de progresser, elle progresse même 2 fois plus vite que la consommation générale d'énergie. Le nucléaire stagne et les renouvelables se déploient, mais donc ça n'a pas fait reculer les énergies fossiles pour l'instant. Alors il faut aussi regarder et bien avoir en tête la différence de l'évolution de la géographie de l'énergie. Il y a, quand on regarde dans le passé, on s'aperçoit que l'essentiel de la demande mondiale était en Europe et en Amérique du Nord, et que c'est en train de changer. Non mais attendez, j'aurais dû... Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc on voit comment la Chine est devenue tout à fait en tête, ce qui est assez normal vu sa population puis sa croissance économique. Et si on regarde la projection, on va voir d'autres changements. On va voir que l'Inde, par exemple, va passer au-dessus de l'Union européenne. L'Afrique elle-même va passer au-dessus de l'Union européenne. Vous voyez que les choses évoluent très vite. Les pays membres de l'OCDE, qui a créé l'Agence internationale de l'énergie, pour laquelle j'ai travaillé 20 ans, représentaient les 2/3 de la consommation d'énergie en 1974, et c'est aujourd'hui 1/3. Donc, sans la Chine, sans l'Inde, sans l'Afrique, on ne peut pas prétendre résoudre les problèmes de changement climatique. C'est tout à fait évident aujourd'hui. Alors, la transition énergétique, je pense qu'elle commence à peine, mais je pense que tout est en place maintenant pour qu'elle démarre et qu'elle arrive rapidement. Alors, pourquoi c'est Michael Liebreich, le fondateur de Bloomberg New Energy Finance, il a une image, c'est la dynamique de l'éternuement. Vous savez, l'éternuement, on attend, et puis tout à coup, ça explose. Et là, c'est un peu pareil. Attendez, j'ai un souci ici. Voilà, j'aurais dû appuyer là. Voilà, vous voyez, au début, on démarre doucement. En fait, en valeur absolue, on a des augmentations très rapides, mais on part de presque rien. Et puis tout à coup, voilà, on a une explosion. Et à ce moment-là, seulement, les énergies qu'on remplace accusent une chute importante. Mais au début, la chute est absolument minime. Alors que la progression des renouvelables en valeur relative est très forte, la diminution des énergies fossiles est très faible. Et puis, au bout d'un moment, les choses s'inversent. Et puis voilà, on part dans une courbe de croissance exponentielle sur cette partie-là. En fait, c'est une courbe logistique au total. Et on a une réduction du rythme d'augmentation des renouvelables. Parce que quand ça devient très important, on ne peut pas continuer à doubler ou tous les 2-3 ans, etc. Mais par contre, on commence à avoir des baisses qui s'accentuent, qui s'accélèrent dans les énergies fossiles. Et ce qui me permet de penser qu'on est sur le point d'arriver à ce niveau-là, c'est la chute libre des coûts de l'éolien et du solaire. Alors ici, on a l'éolien terrestre, divisé par 2 en 10 ans. Bon. Ici, on a l'éolien maritime. Et en fait, on est passé, on a une petite remontée là, mais depuis, on est repassé aux alentours de 50 euros le mégawattheure. On était parti à 250. Alors en France, c'est un peu particulier parce qu'on est en train de construire les premiers parcs qui ont été décidés au début à 250 euros. Maintenant, ça a été révisé à 160. Alors que dans les appels d'offres, on a des gens qui proposent maintenant de construire de l'éolien offshore à 50 euros le mégawattheure. Et puis alors le solaire a traversé tout le champ des coûts des énergies. C'était l'énergie la plus chère il y a 10 ans. Les premiers panneaux qu'on a mis, surtout sur les toits en petite quantité, ça a coûté jusqu'à 450 euros le mégawattheure. Et maintenant, on est en France autour de 50, dans le monde parfois autour de 30, autour de 20. On a eu des appels d'offres à 15 $ le mégawattheure dans certaines parties du monde pour des grandes centrales au sol. Évidemment, c'est moins cher que les petites installations sur les toits, mais c'est aussi parce qu'on va dans des endroits où il y a plus de soleil, et puis surtout parce que les coûts de la technologie se sont effondrés. La technologie a énormément progressé. On utilise moins de matériaux pour avoir des efficacités plus importantes. La technologie est bien prouvée, donc
les investisseurs réussissent à emprunter de l'argent à des taux très faibles, et donc on peut financer le solaire en particulier à des coûts très bas, et donc on arrive à des coûts extrêmement bas. Alors, si on regarde ce qui se passe dans les années à venir, là, on a le mix de la production européenne d'électricité. Ce n'est pas tout le mix énergétique. Je vous rappelle, l'électricité, en Europe, c'est à peu près 25% de la consommation finale d'énergie. Je vais y revenir. Et là, on regarde ce qui se passe dans un scénario qui tient compte des politiques en cours, mais qui ne va pas chercher vraiment des nouvelles politiques, qui n'est pas axé sur les engagements climatiques, qui est axé sur les politiques qui ont déjà été adoptées par les différents pays européens. On voit une forte baisse du charbon. Alors maintenant, elle est accélérée, en particulier depuis, la semaine dernière, depuis qu'il y a un accord en Allemagne entre les partis qui vont désormais gouverner l'Allemagne pour accélérer l'élimination du charbon. On a le nucléaire qui régresse doucettement de 25 à 15% à peu près. On a le gaz qui est à peu près stable. Et puis on a des renouvelables, alors notamment là, c'est la bioénergie. Le solaire qui progresse mais qui reste assez faible en Europe. Et la raison, c'est que en Europe, on a surtout une demande d'énergie en hiver et on a de l'énergie solaire surtout en été. Et donc, ce qui convient le mieux à l'Europe, au fond, c'est l'énergie éolienne. Même si son irrégularité est plus grande que celle du solaire, elle est différente. Mais il y a beaucoup de vent en hiver, et c'est en hiver qu'on a besoin de beaucoup d'électricité. C'est exactement l'inverse dans les pays chauds. Dans les pays chauds, la consommation d'électricité est et sera de plus en plus tirée par la climatisation. Et la climatisation, elle colle bien avec la présence d'une énergie solaire extrêmement forte. Donc, le solaire va devenir l'énergie majeure dans les pays du soleil, les pays ensoleillés, où vivent d'ailleurs la plus grande partie de l'humanité, tandis que dans les pays tempérés, de latitude élevée, eh bien, on va plutôt avoir de l'éolien. Et vous voyez ici l'éolien, qui de toute façon, en Europe, devient la première source d'électricité un peu avant 2030, comme vous pouvez le voir ici. Alors, dans un scénario de développement durable, mais avant qu'on ait vraiment pris en compte ce qu'a demandé la COP21, limiter le changement climatique à 1,5 degré si possible, etc., on a ici le mix de la production mondiale d'électricité dans ce scénario. Et on a aussi une très forte baisse du charbon, mais on n'arrive pas à zéro. On a du pétrole qui est utilisé dans quelques pays exportateurs de pétrole et puis dans quelques îles évidemment, mais qui va diminuer fortement. Le gaz monte puis descend parce que le gaz ne peut pas, on dit que c'est une énergie de transition, mais il ne peut pas, il a malgré tout trop de carbone pour être compatible avec un scénario qui maintient vraiment le réchauffement. Là, c'est en dessous de 2 degrés. Et puis on a le nucléaire, alors qui progresse en valeur absolue. Ici, on est en valeur absolue, en térawattheures, en milliards de kilowattheures. Donc, il progresse. Vous verrez, sa part dans le mix ne change pas. On a l'hydroélectricité qui progresse. L'hydroélectricité, on a tendance à penser que c'est fini, qu'on a tout développé, parce que c'est le cas dans les pays les plus matures économiquement, le Japon, l'Europe, les États-Unis. Mais ce n'est pas vrai dans le reste du monde. Et les grandes centrales dans les pays en développement, la Turquie, le Brésil, l'Afrique, etc., restent un moteur de la progression de l'hydroélectricité dans le monde. Et puis on a le solaire photovoltaïque qui vient tout près de l'hydroélectricité et l'éolien qui vient aussi tout près de l'hydroélectricité. Ça, c'est quelque chose que l'AIE a annoncé en 2018. Je pense que depuis le rapport entre ces trois énergies, c'est un petit peu modifié, mais l'essentiel, c'est ça, c'est les trois premières énergies deviennent le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité. Et maintenant, vous allez voir ce que ça donne dans un scénario d'émissions nulles nettes de CO2 en 2050, c'est-à-dire ce qui est maintenant l'ambition planétaire pour vraiment limiter le réchauffement. Il y a aussi les autres renouvelables, notamment la bioélectricité. Voilà, on est toujours dans l'électricité uniquement, mais vous avez ici le scénario d'émissions nettes nulles en 2050 que l'Agence internationale de l'énergie a publié en mai dernier. Et vous voyez là une progression tout à fait forte du solaire et de l'éolien, qui deviennent des énergies extrêmement importantes qui doivent démarrer. À peu près maintenant, vous avez une inflexion ici. C'est le moment d'accélérer fortement
la progression du solaire et de l'éolien dans le monde entier. Et vous avez ici la répartition en pourcentage en 2050 qui est très intéressante. Vous avez en gros un tiers de solaire, vous avez ici l'éolien. Au-dessus, vous avez l'hydroélectricité qui, là, en part, marque le pas, qui continue d'augmenter parce que l'électricité se développe considérablement, mais en part, elle marque le pas. Vous avez les autres énergies renouvelables. Et puis là, vous avez un 10% qui reste, qui est essentiellement du nucléaire, avec un tout petit peu de fossile au bout. Voilà, donc les renouvelables fournissent jusqu'à 90% de l'électricité. 70%, c'est les énergies variables. On va voir les problèmes que ça peut poser, l'éolien et le solaire. Et vous avez une part de l'électricité dans la demande finale d'énergie qui monte de 20% dans le monde, j'ai dit 25% pour les pays industriels, mais c'est 20% dans le monde, à 50% au moins en 2050. C'est-à-dire que l'électricité, ça devient la moitié de l'énergie, alors qu'aujourd'hui, c'est un cinquième. Et alors là, on passe justement à l'énergie tout compris, c'est-à-dire ça prend les carburants, ça prend la chaleur, ça prend l'électricité, et on regarde ce que ça devient dans ce scénario d'émissions nettes nulles. Et il y a plusieurs constats à faire. D'abord, c'est que, vous allez voir, malgré la progression de la population, malgré la progression de l'économie, alors on peut critiquer le PIB et on a raison de le faire, malgré tout, il faut... voilà, on sait que ce n'est pas un bon instrument de mesure, mais malgré tout, voilà, on a ici en gros un doublement de la production économique mondiale, quel que soit son contenu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a plutôt une baisse, puis une stabilisation de l'énergie finale totale dans ce scénario. Alors c'est beaucoup d'économie d'énergie, mais pas seulement, c'est aussi un effet de l'électrification. Et puis, les énergies qu'on a, c'est essentiellement des renouvelables. Donc ici, on a l'éolien, le solaire, et ici, on a les trois formes de biomasse. La biomasse est très versatile, ça peut être gazeux, ça peut être liquide, ça peut être solide. Dans le chauffage, c'est souvent solide. On a du nucléaire, évidemment. On a un peu de gaz, un peu de pétrole, un tout petit peu de charbon. Et une partie de ce gaz, de ce pétrole et de charbon, c'est utilisé avec de la capture et du stockage du CO2. Alors, on peut discuter ce scénario, ce n'est pas une vérité absolue, c'est un scénario. L'AIE dit elle-même, c'est un scénario possible, et on peut en avoir d'autres. J'ai tendance à penser que la discussion va être assez à la marge, c'est-à-dire que ça ne va pas changer les ordres de grandeur. En gros, c'est à peu près l'espace des possibles. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les rôles importants donc, de l'efficacité des renouvelables, de l'électrification, et le fait que... alors certes, c'est essentiellement du changement technologique, parce qu'entre l'homme et la nature, il y a la technologie, et si on ne change pas les technologies, on n'ira pas... J'ai des bons amis qui veulent faire tout avec la sobriété, mais il faut, pour arriver à des émissions nettes nulles, il faut en gros diviser par 6 les émissions brutes. Et je ne crois pas qu'on va diviser par 6 la production économique avec tous les efforts de sobriété qui sont importants qu'on peut faire. Je ne crois pas que l'humanité va dire on divise notre... niveau de vie par 6. Alors j'entends bien que dans le niveau de vie, il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de choses discutables. C'est important d'en discuter. Mais voilà. Alors, quand on regarde en détail, d'ailleurs, on s'aperçoit quand même que vous avez... Alors ici, ils ont mis les low carbon technologies. Ça veut dire c'est au fond ce qui se passe dans le monde de l'entreprise ou des pouvoirs publics. Et puis ici, vous avez plutôt les technologies avec... une application active des citoyens. C'est-à-dire, je réfléchis si je dois acheter une voiture parce que j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer quotidiennement, je ne peux pas faire autrement, j'habite à la campagne, en grande banlieue, etc. Je choisis une voiture peut-être plus petite, peut-être moins puissante, peut-être électrique, peut-être hybride. Voilà, je regarde ce qu'elle va consommer, etc. Donc c'est une application active. Et puis là, on a... Alors c'est peut-être minime pour l'AIE, peut-être qu'on peut faire plus, c'est vraiment les changements de comportement. J'ai une voiture, mais aujourd'hui, je la laisse au garage et je prends le métro ligne 4 qui, pas de chance, est fermé ce matin. Voilà. L'électrification, je vous le disais, est une source importante en elle-même d'économie d'énergie et c'est très difficile dans ces scénarios de distinguer ce qui résulte
d'efforts d'économie d'énergie, par exemple l'isolation thermique des bâtiments, qui est très en retard, pour lesquels il y a beaucoup à faire, et puis ce qui résulte de l'électrification. Pourquoi ? Parce que si je passe d'un moteur à combustion interne qui a une efficacité qui varie entre 25 et 40%, à la mobilité électrique qui a une efficacité de 80% ou 75%, eh bien, j'évite beaucoup de pertes. Dans mon chauffage, si j'ai un chauffage à gaz ou à fioul, j'ai une très bonne efficacité apparemment, j'ai 90-95% d'efficacité, parfois on dit même 105 avec du gaz à condensation. Ça paraît très bien, il semble qu'on ne peut pas faire mieux. En fait, si, on peut faire beaucoup mieux, parce qu'avec une pompe à chaleur, je vais utiliser mon énergie pour aller chercher les calories dans le milieu extérieur froid et les ramener à l'intérieur de la maison. Et donc, par chaque kilowattheure dépensé, je vais en ramener 3 ou 4 dans la maison. Donc, je vais avoir comme une efficacité apparente. J'espère qu'il n'y a pas de professeur de sciences techniques parmi vous, parce qu'évidemment, on ne peut pas dire qu'une efficacité de 300 à 400%, mais c'est tout comme si on avait une efficacité de 300 à 400%. Et donc, on peut faire beaucoup mieux que même un bon chauffage au fioul ou au gaz. Et puis, si je remonte de l'énergie finale à l'énergie primaire, je supprime aussi des pertes thermiques très importantes dans les centrales électriques. C'est pour ça qu'on peut avoir un scénario qui repose essentiellement sur l'électrification et essentiellement sur des énergies renouvelables qui ne sont pas des énergies de combustion. Il y en a qui sont des énergies de combustion, il y en a où il y a des pertes thermiques, la bioélectricité, le solaire thermodynamique à concentration, il y a une perte. Mais pour le photovoltaïque, pour l'hydroélectricité, pour l'éolien, on considère qu'il y a directement 1 kWh d'énergie primaire et 1 kWh d'énergie secondaire qui va devenir de l'énergie finale quand ça va arriver chez vous. Donc il y a excessivement peu de pertes. Voilà, un petit mot pour vous parler d'éolien maritime. Le potentiel mondial est considérable. En Europe, il est à peu près 10 fois la consommation actuelle de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que le facteur de capacité de l'éolien en mer est assez élevé. Ça les rapproche de la production en base, même si ça reste variable. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous savez qu'on regarde toujours et on dit toujours le facteur de capacité, c'est ce qui se passerait si la puissance était maintenue tout le temps, pendant X% du temps de l'année. Donc, par exemple, l'éolien terrestre en France, c'est 25%. Le facteur de capacité, c'est 25%. C'est-à-dire que c'est comme si ça marchait à fond pendant 25% du temps, mais en réalité, ça marche 70 ou 80% du temps à des vitesses variables et donc à des puissances variables. C'est quand même important de saisir la nuance. Alors justement, parlons un peu des problèmes de la variabilité, parce que c'est très discuté. On va revoir aussi à quel point ça entre dans le débat sur ce qu'on doit faire en France. Les variables ont toujours fait peur. Et j'ai ici quelques citations sympathiques. En Allemagne, en 1993, l'électricité éolienne ne représentait rien dans la production annuelle, et les électriciens allemands ont déclaré les énergies renouvelables comme l'hydroélectricité, pourtant l'hydroélectricité, il y a aussi des barrages, le soleil et le vent ne peuvent pas couvrir plus de 4% de notre consommation d'électricité, même à long terme. On est bien sûr bien au-delà en Allemagne aujourd'hui, on est au-delà de 25%. En Irlande, en 2003, l'éolien fait 2% de la production annuelle, et le gestionnaire du réseau fait une déclaration disant c'est quand même, ça crée un risque pour la sécurité et la stabilité du système électrique, et c'est plus que ce que je peux accepter comme un opérateur prudent. Bon, aujourd'hui, en Irlande, on est à 36,3% d'électricité éolienne en 2020, ça s'est très bien passé. On était déjà à 20%, on a passé les 20% en 2014. Donc vous voyez, voilà, ça a toujours fait peur, et pour l'instant, on a toujours géré sans réelle difficulté, même s'il y a eu quelques incidents ici ou là, mais il y a eu aussi des incidents, évidemment, avec d'autres technologies. Alors, l'intégration des énergies variables, il faut regarder où on en est dans le monde, hein. C'est quand même intéressant. La part des énergies renouvelables variables dans la production annuelle d'électricité, en 2015, donc on a du solaire, l'Italie est en tête avec près de 10%. On a de l'éolien, et là c'est le Danemark qui domine avec au total quasiment 50% en 2015. Hein. Derrière on a l'Irlande, on a l'Allemagne, on a le Royaume-Uni, etc., l'Italie.
l'Espagne, pardon, voilà. Et puis, voilà ce qui était prévu à l'époque pour 2021. Je n'ai pas encore vérifié si on y sera, mais l'année n'est pas tout à fait finie. Voilà, au Danemark, on est censé monter à 60%, en Irlande à 38%, au Royaume-Uni presque 30%, etc. Donc vous voyez qu'on a franchi des limites. Cela dit, le débat est maintenant ouvert pour savoir si on peut aller à 100% ou pas. Et en réalité, ce qui est très clair, c'est qu'aller jusqu'à 70, 80%, 90%, c'est une chose. Aller à 100%, c'en est une autre un petit peu différente. J'y reviendrai. Les défis sont les suivants. En fait, la demande d'électricité a toujours été variable. Et elle varie parfois très fortement. Il y a des graphes qui montrent au Brésil, lors de la Coupe du Monde, la baisse de consommation phénoménale juste après le match, par exemple, ou voire pendant l'entracte, etc. Donc on a toujours une grande variabilité. Là, on a sur une semaine une grande variabilité de la demande. Mais c'est vrai que si je regarde ce qu'on appelle le net load, c'est-à-dire la demande nette des énergies variables, nette, c'est-à-dire moins le solaire et moins l'éolien, si on a beaucoup de solaire et beaucoup d'éolien, eh bien la demande qui est adressée au reste du système, c'est-à-dire aux centrales thermiques, est encore plus variable, évidemment. Donc, ce n'est pas une question nouvelle, mais la difficulté devient plus grande. On a une faible contribution à la demande de pointe. On a des renouvelables qui ne sont pas forcément toujours là à l'heure de pointe, qui peut être 19h ou 20h, donc généralement après le coucher du soleil. On peut avoir des excédents, par contre, en fin de matinée, ce qui pose un problème aux centrales thermiques qui devraient s'arrêter, mais qui ne peuvent pas facilement s'arrêter, surtout si elles doivent ensuite, dans l'après-midi, repartir très fortement, avec des rampes montantes ou descendantes qui sont longues et fortes. Donc c'est compliqué. Voilà, ça ne va pas de soi. Et alors, si je regarde comment le système doit évoluer, là, j'ai ce qu'on appelle les monotones d'utilisation. C'est le nombre d'heures dans l'année où il y a une certaine puissance qui est demandée au réseau. Vous avez une toute petite pointe ici, vous avez quelques heures où la demande de pointe est très, très forte. Je crois qu'en France, on a franchi les 100 gigawatts quelques heures dans seulement certaines années. Les renouvelables ne font pas forcément diminuer beaucoup cette demande de pointe parce que ce qu'on appelle le crédit de capacité n'est pas forcément très élevé, c'est-à-dire la certitude qu'on a au moins, 10% de l'éolien ou 5% de l'éolien est assez faible. Voilà, et donc on diminue assez peu les maxima, mais par contre, les minima sont bien plus bas. On a des moments où on n'a plus besoin d'énergie fossile. On voit ça notamment maintenant en Allemagne le dimanche après-midi, en été, quand il y a beaucoup de soleil et que la demande est à son minimum. Là, on n'a plus du tout besoin d'énergie fossile. Et donc, on a besoin peu à peu de moins d'énergie qui fonctionne très longtemps, mais on a besoin d'autant ou un peu plus de pointe et d'autant ou un peu plus de ce qu'on appelle le mid-merit, c'est les centrales qui sont faites pour marcher entre 2000 et 4000 heures par an. C'est typiquement les centrales à gaz à cycle combiné qui sont assez efficaces. Et on n'en a pas besoin de moins, du moins au début. Donc voilà, ça permet en fait de réduire par exemple le charbon, énergie de base typique, en Europe, ou le nucléaire, et ça ne réduit pas forcément le gaz naturel. Donc par exemple en France pour les émissions de CO2, ça n'a pas un effet immédiat et évident. Alors, quand même, parce qu'on lit trop de choses dans les journaux qui sont fausses, et on entend trop de commentateurs dire oui, avec le passage au renouvelable et la volonté d'arrêter le nucléaire, les émissions de CO2 sont reparties à la hausse en Allemagne et on rouvre des centrales à charbon. Tout ça est faux, c'est strictement faux. Les émissions allemandes diminuent. Et on les voit ici, et on voit ici l'effet des renouvelables. L'effet des renouvelables, ça a été effectivement de remplacer le nucléaire dont les Allemands ont décidé, et je dirais de façon très, j'allais dire bipartisane, mais c'est plus que ça, de s'affranchir, mais ça a aussi permis de réduire le charbon, le lignite,
Et on le voit très nettement ici, et c'est quand même à peu près constant depuis 2013, même s'il y a eu ici, effectivement, une petite reprise entre 2008 et 2013. Voilà, mais depuis, c'est fini. Il y a une évolution qui est aussi largement due au prix du gaz, au prix du charbon. En ce moment, le charbon remonte un peu parce que le gaz est excessivement cher, et vous avez des centrales à charbon, des centrales à gaz, et l'arbitrage entre les deux se fait aussi en fonction du prix au moment exact où il s'agit d'acheter le combustible. Donc en ce moment, effectivement, le charbon remonte, mais la tendance longue est bien à la baisse, contrairement à ce qu'on dit beaucoup chez nous. Alors comment gérer, comment intégrer des quantités croissantes d'énergie renouvelable? La flexibilité, c'est le mot-clé, hein. Généralement, on le réduit au stockage. On dit il va falloir stocker, est-ce qu'on va pouvoir stocker des quantités considérables? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a ce qu'on appelle un développement amical pour le système, c'est-à-dire le bon choix technique d'abord, la bonne proportion de solaire et d'éolien. Dans l'éolien ou dans le solaire, il peut y avoir des choix qui consistent à essayer de maximiser la production vers le coucher du soleil, en se tournant vers l'ouest plutôt que vers le sud. Il peut y avoir les éoliennes surtoilées qui tournent plus longtemps, comme on le voit sur ce graphe ici. On a coupé les pointes qui ne donnaient pas beaucoup d'électricité et coûtaient assez cher en connexion et en gestion, finalement, et on a une production qui est quand même plus plate. Voilà, on peut améliorer la prévision, hein. La variabilité est une chose, et puis la surprise en est une autre, et donc il faut être capable de gérer ça à l'avance. Il faut être capable pour gérer plus vite, il faut réformer les marchés, qui avant étaient des marchés, on achetait l'électricité du jour pour le lendemain, maintenant on peut agir d'heure en heure ou de quart d'heure en quart d'heure. Et puis il faut augmenter la flexibilité du système, c'est en améliorant les réseaux, avec des productions thermiques dont l'objet est de fonctionner le moins longtemps possible, mais qui sont là au moment où il y a trop peu de vent, trop peu de soleil. Il y a le stockage, et j'illustre le stockage toujours par l'hydraulique, parce que vous connaissez le système des stations de transfert d'énergie par pompage, hein, où on remonte l'eau d'un barrage vers l'autre. C'est l'essentiel du stockage en ligne qu'on a dans le monde, hein, plus de 95%, c'est des stations de pompage de transfert hydraulique, mais il y a aussi les batteries qui se développent maintenant. Et puis la gestion de la demande, et ça c'est très important, c'est accepter de jouer sur une certaine flexibilité dans la demande. En fait, on le fait depuis longtemps en France. Vous avez peut-être des chauffe-eau électriques qui ont un compteur jour-nuit. L'idée, c'est d'utiliser le stockage dans le chauffe-eau pour prendre l'électricité la nuit quand la demande est plus faible et que les centrales tournent, notamment nucléaires, de façon à stocker cette énergie et à ne pas prendre aux heures de pointe. Il faudrait que j'aille de l'avant et non pas en arrière. Voilà. Donc vous avez des tas de dispositions comme ça. Vous avez par exemple pour la climatisation dans les pays chauds, souvent le besoin de climatisation il commence dans la journée et puis il continue tard le soir, évidemment, parce qu'il y a l'inertie thermique des bâtiments, etc. La bonne façon de faire, si on a un système qui est essentiellement basé sur le solaire, c'est pas de mettre énormément de stockage et de batterie, c'est de stocker du froid. C'est de stocker du froid dans les maisons, dans les systèmes décentralisés, c'est-à-dire des systèmes qui comprennent un réservoir d'eau glacée ou un réservoir d'eau et de glace, et de jouer sur les changements de phase ou simplement sur la chaleur sensible de l'eau glacée pour garder le froid. Et une fois que le soleil est couché, on ne fait plus marcher la pompe qui vraiment produit le froid. On fait seulement marcher le petit ventilateur qui répartit le froid dans la maison. Voilà. Il y a d'autres exemples de flexibilité dans la distribution de l'eau. Il y a des exemples de flexibilité dans les industries. Je pourrais vous en donner quelques-uns si vous voulez. Voilà. Donc la gestion de la demande, elle a un coût. Mais ce coût est généralement très inférieur au coût de stocker et de stabiliser totalement la production d'électricité. Alors, quelques mots sur l'hydrogène. L'hydrogène par électrolyse de l'eau peut être compétitive. On avait tendance à penser, un peu jusqu'à ce que nous publions
ce rapport à l'AIE en 2017, on avait tendance à penser que les électrolyseurs, c'était tellement cher qu'il fallait qu'ils tournent 24 heures sur 24, et donc ça ne serait pas possible avec des énergies variables. En fait, ce n'est pas si simple que ça, c'est pas si cher que ça, c'est à peu près le même prix que les centrales à gaz, qui sont faites pour marcher 2000 à 4000 heures. Donc, en fait, voilà, quand on a dépassé 25-30% de facteurs de capacité pour les électrolyseurs, c'est ce qu'on voit ici, le coût prédominant, c'est le coût de l'électricité. Donc, si on a une électricité chère, on ne va pas faire de l'hydrogène compétitif. Si on a de l'électricité pas chère, ce qui est le cas, par exemple, avec le solaire au sud de l'Espagne, le mieux, c'est quand on réussit quand même à combiner le solaire et l'éolien pour avoir quand même un facteur de capacité élevé. Là, on peut vraiment être compétitif. Avec l'hydrogène bleu qui est montré ici, qui est l'hydrogène qu'on fait à partir du gaz naturel par réformage avec de la vapeur d'eau. On reforme le gaz naturel et on sépare le CO2 et l'hydrogène. Et dans le bleu, on stocke le CO2. On fait du stockage dans le sous-sol du CO2. Ça se fait très très peu, sur très petite échelle pour l'instant, mais il y a quand même des projets importants. Et ça, c'est les prix de l'hydrogène ex-gaz d'avant cette année. Aujourd'hui, on est 2 à 3 fois plus élevé, donc on est compétitif beaucoup plus vite avec l'hydrogène vert qu'on ne pouvait le penser, parce que en ce moment, faire de l'hydrogène avec du gaz naturel, c'est très cher, parce que le gaz naturel est très cher. Ça se voit d'ailleurs sur les marchés agricoles pour les achats des combustibles, des fertilisants azotés, qui sont la principale utilisation, avec le raffinage, qui sont la principale utilisation de l'hydrogène aujourd'hui. Voilà, on peut aussi avoir que des surplus, et on peut être compétitif si on n'a que des surplus d'électricité. Encore faut-il être sûr d'avoir quand même 1500 à 1000 à 2000 heures de fonctionnement annuel, sinon c'est quand même un business un peu risqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de l'hydrogène vert ? D'abord, verdir l'ammoniac et le méthanol dans leurs usages industriels actuels. C'est quand même un des principaux usages de l'hydrogène aujourd'hui, c'est de faire de l'ammoniac et du méthanol. Dans les raffineries, autant qu'il y aura des raffineries, il faut améliorer les carburants par conversion profonde et par désulfuration. Un nouvel usage qui apparaît aujourd'hui, c'est la réduction directe du fer en acierie. Vous savez, la fabrication de l'acier, c'est 7% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ça va augmenter en proportion parce qu'on réduit les autres sources et qu'on ne va pas avoir besoin de moins de fer et moins d'acier. Et en fait, là, il y a 2 sources d'émissions. Il y a l'utilisation de charbon comme énergie ou du gaz, et puis il y a l'utilisation du charbon ou du gaz pour réduire les oxydes de fer. Dans la nature, on trouve du fer que sous forme oxydée. Il faut enlever l'oxygène à ces oxydes de fer, et on fait ça avec l'hydrogène et avec le carbone des hydrocarbures, donc du charbon. Et évidemment, ça fait de l'eau et du CO2. Donc pour ne pas faire de CO2, il faut faire ça avec de l'hydrogène pur. Et à ce moment-là, on fait que de l'eau, en même temps qu'on réduit les oxydes de fer. Et c'est ce qu'on commence à faire. Il y a déjà une production en Suède qui démarre, et tous les grands sidérurgistes se tournent vers cette solution, même si on sait qu'il va y avoir une autre solution qui va être l'électrowinning, c'est-à-dire l'électrolyse directement du fer, si j'ose dire, et que ce sera encore plus efficace, mais c'est moins développé, c'est moins au point. Ensuite, on va pouvoir fabriquer de l'ammoniac comme un combustible, notamment pour les bateaux, mais pour des centrales thermiques aussi, pour des fours industriels. Et puis, s'il le faut, on va fabriquer des hydrocarbures de synthèse, notamment pour l'aviation et pour les industries chimiques. Et pour ça, il faut que le carbone soit extrait de l'atmosphère. Et pour que le carbone soit extrait de l'atmosphère, il y a 2 façons. Il y a les méthodes mécaniques qui commencent à être expérimentées, mais qui ont l'air de coûter cher. Et puis, il y a la biomasse. La biomasse, la photosynthèse, c'est une façon d'absorber le carbone de l'atmosphère. Donc l'idée, c'est on va produire en même temps des biofuels et des électrofuels. C'est-à-dire que si je regarde comment ça se passe aujourd'hui dans une centrale, dans une usine à faire de l'éthanol, j'ai une source d'émission de CO2 concentrée. Pourquoi ? Parce que dans la biomasse, le rapport carbone sur hydrogène, il est assez élevé, alors que dans les hydrocarbures liquides, il est nettement plus bas. Il y a plus d'hydrogène et moins de carbone. Donc là, je vais rajouter de l'hydrogène qui va venir d'électrolyse de l'eau alimenté par du solaire et de l'éolien, et
avec la même quantité de biomasse, quelle que soit la quantité de biomasse qu'on va trouver soutenable, qui ne va pas faire une concurrence à la production alimentaire ou à la biodiversité, je vais pouvoir avoir 2 à 3, peut-être jusqu'à 4 fois plus de carburant soutenable grâce à l'hydrogène. Et vous l'avez sur ce dessin ici. Et puis, un dernier usage de l'hydrogène, ça va être le stockage et transfert d'énergie renouvelable dans les systèmes électriques, tout à fait en fin de parcours. Alors, je crois qu'il faut que j'accélère un tout petit peu. Pour les transports terrestres, on va vers l'électrification et on ne va pas vraiment vers l'hydrogène. Les batteries font des progrès rapides. Au moins 95% du transport terrestre peut être électrifié avec des batteries, voire avec des systèmes d'autoroutes électriques où on va se recharger en continu sur certaines portions, notamment pour les camions. Il faut bien voir que la traction électrique, elle est 3 fois plus efficace que via l'hydrogène et jusqu'à 5 fois plus efficace qu'avec les Power-to-X, les électrofuels. Et vous le voyez ici, vous avez, alors je vais passer vite, vous avez de l'énergie renouvelable, vous avez quelques pertes de transmission, de recharge, de moteur. Vous arrivez à un rendement avec une voiture électrique qui est de l'ordre de 70% par rapport à l'énergie de début. Si vous passez par l'hydrogène, vous avez une petite perte de transmission, vous avez une grosse perte avec l'électrolyse, vous avez ensuite des pertes importantes sur la logistique, parce qu'il faut comprimer l'hydrogène pour le transporter, c'est compliqué à transporter. Vous avez ensuite des pertes dans les piles à combustible, vous transformez la molécule en électricité, des pertes dans le moteur, et vous arrivez à un rendement de l'ordre de 25%. C'est pratiquement 3 fois moins. Si vous faites un électrofuel, par exemple une essence de synthèse, c'est un peu pareil, vous avez les mêmes pertes, plus des pertes de transformation de synthèse, et puis ensuite vous avez les pertes dans un moteur à combustion interne, et vous arrivez vers 15%. Donc c'est encore pire, mais ça peut être fait dans des régions où les énergies renouvelables sont 2 fois moins chères que chez nous, 2 à 3 fois moins chères que chez nous. Et ça se transporte très facilement. C'est comme on transporte les produits pétroliers aujourd'hui. Donc, comme ça ne suppose pas de changer les véhicules, c'est peut-être au fond pour ce qu'on va appeler les prolongateurs d'autonomie, ce qu'on met aujourd'hui sur certains camions, petits camions, des camionnettes de livraison, par exemple. On en fait avec des prolongateurs d'autonomie. C'est fondamentalement des véhicules électriques, mais il y a un petit prolongateur d'autonomie pour qu'on ne se retrouve pas en panne sur l'autoroute. Et là, ça marcher avec un petit moteur à essence, c'est pas forcément absurde. Ça peut être aussi de l'hydrogène, mais il y a toute une logistique pour l'hydrogène qui est quand même très très compliquée. Alors l'hydrogène et a fortiori les combustibles de synthèse sont pour moi totalement disqualifiés pour la chaleur basse température, parce qu'on fait beaucoup mieux avec les piles à combustible. Là, on va avoir une efficacité avec l'hydrogène de 50-60%, alors que, comme on l'a vu, avec les pompes à chaleur, on a une efficacité apparente de 300 à 400%. Donc, il n'y a pas photo. Pour la chaleur haute température, c'est plus compliqué, mais il y a quand même beaucoup de procédés qui se développent aujourd'hui, les technologies électromagnétiques qui sont très efficaces et qui ont beaucoup d'autres avantages. On va pouvoir avoir des stockages de chaleur haute température qui vont transformer l'électricité variable en air ou en vapeur surchauffée continue jusqu'à 1500 degrés. Donc je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses en électrification directe. Alors dans les systèmes électriques, on va avoir besoin d'hydrogène à terme. C'est quand il faudra passer justement de 85-90% à 100%. Jusque-là, on va avoir besoin d'un peu de gaz dans des centrales à gaz en soutien pour les passages qui peuvent durer une semaine. Parfois, il y en a 2 qui se suivent dans le même hiver, où il y a très peu de soleil et très peu de vent. Donc là, on a besoin d'appui, on a besoin de centrales thermiques. À terme, on pourra les faire marcher avec de l'hydrogène qu'on va stocker, qu'on va fabriquer dans les périodes excédent de vent, excédent de soleil, et puis qu'on va stocker dans des cavités salines. On en a en France, il y en a beaucoup en Allemagne, il y a des pays qui n'en ont pas malheureusement. C'est un rare moyen de stockage intersaisonnier. Alors si on n'a pas des cavités salines, peut-être qu'on aura d'autres formes de cavités, c'est pas sûr pour l'instant, c'est compliqué de stocker de l'hydrogène. Peut-être qu'on va le transformer en ammoniac, qui lui est facile à stocker, qu'on sait bien stocker, qu'on sait bien transporter sur mer, qui peut servir pour les échanges et qu'on peut brûler dans des centrales thermiques, donc pour achever la décarbonation de la production d'électricité. Mais pas avant 2035, nous dit le réseau de transport d'électricité.
Ça peut être plutôt dans des îles, dans des systèmes isolés. Le Japon, par exemple, qui n'a pas de cavité saline et qui n'a pas un excédent de renouvelables, se propose d'importer massivement de l'hydrogène vert ou bleu, c'est-à-dire ex-renouvelable par électrolyse ou ex-combustible fossile avec capture et stockage du CO2, essentiellement pour sa production d'électricité. On pense toujours que le Japon, c'est le pays des piles à combustible dans les véhicules. C'est vrai aussi, puisqu'il y a deux compagnies qui ont des voitures, deux compagnies japonaises et une coréenne qui ont des voitures à hydrogène. Mais l'essentiel de leurs besoins d'hydrogène, c'est en fait pour leurs centrales électriques où ils vont brûler de l'ammoniac qui va être importé d'Australie ou du Proche-Orient en co-combustion au début avec le charbon et puis par la suite peut-être en combustion totale. Voilà. Alors, bon, ça je crois que je vais le passer rapidement. Je vais aller au transport maritime. Le transport maritime est en train déjà de se tourner vers l'ammoniac comme source de... C'est un carburant, au fond, qui n'a pas de carbone et donc qui peut être produit sans émission de CO2. Et on peut le mettre dans les diesels existants des cargos. Donc c'est très important. Il y a des changements à faire, bien sûr. Ça n'est pas à coût nul, mais c'est moins compliqué que si on devait remplacer toute la chaîne de traction avec des piles à combustible et des moteurs électriques. Et les premiers cargos à l'ammoniac sont, sur les planches à dessin en tout cas, bientôt en construction dans plusieurs pays. Les fabricants de moteurs sont en train de plancher sur l'adaptation de leurs moteurs. Les premiers moteurs à l'ammoniac devraient arriver en 2024, donc c'est quand même dans pas longtemps. Alors, toutes ces solutions, batterie, hydrogène, ammoniac, méthanol, ça ne va pas pour les vols, pour le transport aérien, notamment pour les vols un peu longs. Pourquoi ? Parce que là, on a vraiment besoin de la densité énergétique des hydrocarbures. Et vous avez ici la densité énergétique et l'énergie spécifique. Donc la densité, c'est les kilowattheures par litre. L'énergie spécifique, c'est les kilowattheures par kilo des différents combustibles. Il faut savoir que le combustible sur un avion long courrier, ça peut être jusqu'à 45% du poids total au décollage. Donc vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui est, pour les batteries, quasiment 100 fois plus lourd, pour l'ammoniac ou le méthanol qui est 2 à 3 fois plus lourd, 2 à 4 fois plus lourd. Tout ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire autrement qu'avec du jet fuel. Alors l'hydrogène, on en parle. Vous avez vu que Airbus a lancé un programme. C'est aussi très très difficile et très très compliqué parce que alors l'hydrogène a une excellente énergie spécifique qui l'amène, qui est ici. C'est meilleur que les combustibles fossiles. Par contre, ça a une faible densité énergétique, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de volume. Et là, c'est comprimé pourtant. Le C, c'est pour comprimer à 700 bars. 70 mégapascals. Là, c'est liquéfié. Malgré ça, ça reste très volumineux par rapport à un jet fuel. 4 à 8 fois plus volumineux. Donc, c'est un problème considérable. Si c'est liquéfié, c'est à moins 253 degrés. Pour mettre ça à bord des avions, c'est extrêmement compliqué. Donc, et puis en plus, il faut tenir compte du poids des réservoirs. C'est-à-dire quand j'ajoute le réservoir, aujourd'hui, je suis plutôt là, avec les réservoirs d'hydrogène comprimé, et je suis là avec les réservoirs d'hydrogène liquide. Donc, finalement, ça ne va pas non plus. Peut-être qu'avec les progrès techniques, on arrivera là, mais ça restera quand même beaucoup plus volumineux, ça, on n'y peut rien. Au mieux, on arrivera voilà. Donc, on va avoir besoin de kérosène de synthèse. L'électricité peut jouer un rôle, mais essentiellement au sol, et pas tellement en vol. Si on arrive un jour à faire des avions à hydrogène commerciaux, ils ne feront pas la différence pour le changement climatique avant 2050. Donc les seules options qu'on a, c'est les biofuels, les biocarburants et les hydrocarbures de synthèse qu'on peut produire ensemble, comme je l'ai montré. Ou alors on s'en tient à ce qui est aujourd'hui la politique de l'aviation civile, de l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui est la compensation. Mais cette compensation, qui aujourd'hui est la porte ouverte à tous les greenwashing et à tous les double comptes, elle n'est possible que si on a des émissions négatives.
dans un monde où en plus tout le monde a dû supprimer ses émissions, on ne peut plus faire de la compensation en disant je vais financer du repeuplement d'arbres ici, je vais financer des actions d'économie d'énergie là, parce que ça normalement c'est déjà fait. Donc probablement les émissions négatives, je capture du CO2 et je le mets dans le sol, seront la seule option pour une compensation réelle. Alors l'hydrogène vert, on va probablement l'importer, ou plus exactement, vu la grande différence de coût entre les pays qui ont des vastes ressources renouvelables d'excellente qualité par rapport à leurs besoins énergétiques et les pays qui ont des ressources renouvelables de qualité moyenne et une densité de consommation énergétique beaucoup plus forte, ces pays vont sans doute importer, alors non pas de l'hydrogène, parce que c'est très difficile à transporter, enfin c'est possible par exemple entre le Maroc, l'Espagne et la France avec des pipelines, mais par bateau, on ne transportera pas l'hydrogène en réalité, mais on transportera des produits intermédiaires fabriqués avec l'hydrogène, puisque essentiellement l'hydrogène sert à fabriquer des produits intermédiaires. L'ammoniac pour les fertilisants azotés et comme combustible, du méthanol dans la chimie et comme combustible, des hydrocarbures de synthèse, y compris du naphta dans la chimie et comme combustible. Voilà, tous ces produits, et même peut-être le fer réduit, tous ces produits seront mis sur des bateaux et pourront voyager et être échangés depuis ces régions. Alors il y a 3 pays qui l'ont admis, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon. On dit, nous, on n'arrivera pas à faire tout notre hydrogène et toute notre énergie tout seul avec nos énergies renouvelables. On va en importer des pays qui ont des ressources bien meilleures que nous, qui d'ailleurs sont tout à fait disposés à le faire et qui sont en train de signer des accords en ce sens. La France ne l'a pas du tout admis pour l'instant, mais je suis convaincu pour ma part qu'elle y viendra. Alors, les échanges d'hydrogène, bon, je vais passer sur cette slide qui est compliquée, mais c'est une slide qui vise à expliquer que si on a besoin d'hydrogène pur, très pur, pour des piles à combustible, ça vaut le coup de le fabriquer chez nous, parce que le faire venir, c'est trop compliqué. Par contre, si on veut de l'ammoniac, si on veut du méthanol, si on veut du fer réduit, si on veut des hydrocarbures de synthèse, là, ça vaut le coup de les importer. C'est ce que je montre ici. Je voudrais aussi vous montrer rapidement, vous retrouverez, je pense que vous pourrez disposer de mes transparents, l'échelle de l'hydrogène propre de Michael Liebreich, qui est le fondateur de Bloomberg New Energy Finance, qui montre qu'il y a des utilisations pour lesquelles il n'y a pas d'alternative. Au fond, c'est les utilisations de l'hydrogène aujourd'hui. Fertiliseurs, hydrogénation, hydrocracking, désulfurisation, il n'y a pas. On utilise l'hydrogène aujourd'hui, donc on continuera d'utiliser l'hydrogène demain, bien entendu, mais il faut qu'il soit vert. Méthanol, c'est un peu pareil. Ensuite, il y a les applications où il y a une compétition éventuelle avec la biomasse, donc méthanol, voilà, les bateaux qui pourraient aussi rouler avec des biocarburants, mais il n'y en aura jamais assez, les véhicules en dehors des routes, la chimie, etc. Et puis vous avez toutes les applications, alors l'aviation, les trains, voilà, tout ça, ça pourrait marcher avec de la biomasse, mais il n'y en aura pas assez, donc on va faire de l'hydrogène vert ou bleu pour ça. Et puis vous avez tout ce qui est, par contre, en compétition avec l'électricité. Et en gros, pour tout ça, je pense que l'électricité va gagner dans 95 à 99% des cas, peut-être même pour la Syrie à terme. Voilà, quelques mots sur les ressources minières de la transition. Ça a été pas mal débattu ces derniers temps. Donc, effectivement, vous avez les véhicules électriques en particulier demandent beaucoup de minéraux pour leur fabrication par rapport à les véhicules thermiques. Et c'est vrai aussi pour la génération d'électricité. Il y a dans les éoliennes, voire dans le photovoltaïque, plus de métaux qu'il y en a dans le nucléaire, dans le charbon, dans le gaz. Parce que là, on ne regarde évidemment que ce qu'il faut pour construire la centrale. On ne se demande pas si le charbon, c'est un minéral. En fait, c'est un minerai, lui aussi. Je vais y venir. Mais la fabrication de la voiture électrique ou de l'éolienne, ça demande plus de minéraux, c'est sûr, que le gaz naturel, la centrale à gaz naturel ou à charbon, en kilogrammes par mégawatt, c'est-à-dire par unité de puissance. Et il y a un décalage prévisible entre l'offre et la demande, parce que avec l'envolée de la demande, on a un problème de cuivre, on a un problème de lithium, on a des problèmes de cobalt, notamment à partir de 2025, si je compare la demande avec
ce qui est prévu avec la production en cours ou la production en construction. Donc il va falloir davantage de minerais et on peut craindre un décalage. Ce n'est pas une rareté absolue. Hein. Pour le pétrole, il en va pour le pétrole, pour le cuivre comme pour le pétrole, si j'ose dire, il y a 40 ans, on nous disait il nous reste 40 ans de pétrole. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc, je reste très très prudent devant les promesses de pics pétroliers, mais aussi de pics de minerais. La demande de cuivre en 1950, c'était 2,4 millions de tonnes par an. Il y avait 100 millions de tonnes, donc vous pouvez faire le calcul, il y avait 40 ans. Voilà. La demande actuelle, c'est 18 millions de tonnes par an, et les réserves sont montées à 720 millions de tonnes. Donc, au fur et à mesure qu'on a des besoins nouveaux, on trouve des réserves exploitables nouvelles, même si les teneurs diminuent. Mais jusqu'à présent, le progrès technique a totalement compensé la diminution des teneurs. C'est-à-dire qu'il faut exactement la même quantité d'énergie pour extraire ces minéraux qu'avant, alors que la teneur est passée, pour le cuivre, je crois, c'est de 3,5% à 0,7%, etc. Malgré ça, le progrès technique a compensé. Jusqu'à présent, je ne dis pas que c'est forcément ce qui va arriver demain. Le vrai problème stratégique qu'on a aujourd'hui, c'est que la production de minéraux manque de diversité. Alors l'extraction, on parle des terres rares en Chine, on a raison, le cobalt en République démocratique du Congo, etc. Mais le vrai problème, c'est surtout qu'on a abandonné tout l'essentiel du processing à la Chine, y compris les minéraux qui sont produits ailleurs, sont d'abord transportés en Chine où ils sont transformés. Et là, on a un vrai problème, effectivement, géostratégique. Mais quand même, il faut regarder, et je vous disais, le charbon, c'est un minerai. Si j'ai l'audace de comparer l'ensemble des extractions nécessaires en tonnes de roches dans la transition énergétique, en fait, je diminue l'extraction totale, car je diminue forte, parce que le charbon, c'est une énorme extraction avec des mines à ciel ouvert, avec des mines souterraines, c'est gigantesque. Il y a des mines de charbon absolument partout, et l'impact, le footprint, comme on dit, l'empreinte est extrêmement importante. Et en réalité, donc, je vais augmenter ce dont j'ai besoin dans les transports, en passant de la voiture thermique à la voiture électrique. Je vais là clairement augmenter l'extraction, mais je diminue tellement l'extraction dans la production électrique en abandonnant le charbon qu'au total, j'ai une diminution du tonnage de roche qui est extrait chaque année. Alors je ne dis pas que c'est forcément la même chose, qu'on traite le charbon et les minéraux avec les mêmes procédés, que ça vaut pour toutes les pollutions et tous les aspects. Je ne dis pas ça du tout. Je dis juste quand même, l'empreinte en termes de tonnage extrait diminue, et non, alors que tout le monde pense qu'elle augmente. Voilà, notamment les batteries lithium-ion. On a quand même 900 ans de réserve au rythme actuel. On nous parle toujours des salars du Chili et du Pérou. C'est une source mineure. La source principale, c'est une mine en Australie. Une mine. Et l'essentiel des batteries de nos véhicules électriques viennent d'une mine en Australie. Il y en aura bientôt une au Nevada. Il y en aura une, etc. Et ça produira à chaque fois des quantités considérables. Alors, on sait recycler les batteries des véhicules électriques. Si ce n'est pas une source importante aujourd'hui de lithium pour les batteries des nouvelles voitures électriques, c'est parce qu'il y en a très peu. Il n'y en a pas à recycler. Il n'y a pas de voitures électriques en fin de vie, ou très très peu. Donc, voilà. Et en fait, même à l'échéance 2040, la montée en charge du nombre de voitures électriques est tellement importante que à aucun moment, le recyclage ne pourra constituer quelque chose de vraiment important, sauf à partir de 2040, quand on arrive en fin de progression logistique. Puis alors, les terres rares, il faut quand même en dire deux mots, parce qu'on nous a dit qu'il y a beaucoup de terres rares dans la transition énergétique. On en met partout, même là où il n'y en a pas, d'ailleurs. Par contre, on ne voit pas là où il y en a, dans les pots catalytiques, la raffinerie de pétrole, etc. Donc, dans un monde sans terres rares et où on dirait on ne fait pas la transition énergétique à cause des terres rares, ce qui était un peu la thèse d'un livre fameux il y a 3 ans, on ne revient pas seulement à la situation actuelle en termes de pollution atmosphérique, on revient à la situation des années 50 en termes de technologie pétrolière, avec du plomb dans l'essence, mais avec une multiplication du trafic mondial considérable. Donc c'est juste tout à fait impensable. Voilà. Et d'ailleurs, le véhicule électrique reste indispensable à la transition, c'est-à-dire que même
dans les pays où il y a beaucoup de charbon dans la production d'électricité, on gagne un petit peu en émissions de CO2 avec l'électricité. Et évidemment, l'idée, c'est que dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, le parc se transforme complètement, en même temps qu'on transforme la production électrique, bien sûr, et qu'elle devient bas carbone. Donc voilà, il ne faut pas s'obnubiler non plus sur le fait que si j'ai une voiture électrique en Chine aujourd'hui, mon progrès en termes de CO2, à court terme, il est faible, mais à long terme, il est important. Pour finir, quelques mots sur la transition énergétique en France. Donc, dans la stratégie nationale bas carbone, on a la même chose que ce qu'on a vu au fond sur le plan mondial. On diminue l'énergie totale consommée. Et ce n'est que pour une part, je pense que c'est important que vous l'ayez bien en tête, ce n'est que pour une part due aux économies d'énergie. Parce qu'on nous fait peur avec ça, on nous dit « Ah, il va falloir tellement d'économies d'énergie qu'on ne va plus vivre comme avant, etc. » C'est vrai qu'il faut des changements de comportement, c'est vrai qu'il faut économiser l'énergie, par de la technologie, par des changements de comportement, mais l'électrification elle-même va apporter une bonne partie de cette diminution. Et vous voyez ici, on va passer d'une France où on a ici 1600 TWh d'énergie consommée, mais c'est toute l'énergie, c'est pas que l'électricité, donc 25% d'électricité, puis essentiellement des énergies fossiles, et puis un peu de renouvelables hors électricité, enfin un peu, c'est quand même important, les déchets, la chaleur, le bois énergie, etc. À un monde, une France, où on a moins d'énergie consommée, mais l'électricité fait 55%. On a un peu de gaz décarboné, on peut en discuter, on a des énergies fossiles. Alors on le revoit ici, la consommation historique ici, avec du charbon, là, qui est en train de disparaître vraiment, du pétrole, beaucoup, du gaz, et puis là on a le bois carburant, le bois et les biocarburants, et puis là on a l'électricité, donc ici on a le nucléaire qui monte, et puis qui va descendre fatalement, parce que nos centrales sont vieilles, elles ont 37 ans d'âge moyen, elles ont été construites au départ pour durer 40 ans, elles vont être prolongées de 10 ans ou de 20 ans, après ce qu'on appelle le grand carénage, où on va les examiner soigneusement, on va voir si on peut les prolonger, si la cuve n'est pas atteinte, parce qu'on ne sait pas remplacer une cuve, mais il faudra sans doute remplacer d'autres parties importantes qui coûtent cher. Pour certaines centrales, ça va peut-être coûter 200-300 millions d'euros, pour d'autres, ça va coûter 1,5 milliard, et il est très probable que l'exploitant dira, écoutez, cette centrale, ça coûte 200 millions, on continue. Cette centrale, ça coûte 1,5 milliard, on arrête. Parce que pour produire 10 ans, ça fait un coût d'électricité beaucoup trop cher et on arrête. Donc on va avoir une baisse fatale, inscrite dans la loi ou pas, on va avoir une baisse de la consommation, de la production d'électricité nucléaire. Et donc la question, c'est de savoir avec quoi on va fabriquer l'électricité nécessaire ici pour répondre à nos besoins, y compris nos besoins d'électrifier les bâtiments, l'industrie, les transports. Alors, on va faire un petit zoom sur cette partie-là. Donc, c'est le rapport RTE qui est paru cet automne, qui est très important et dont on continue de discuter, qui n'est pas la fin du processus, mais qui est un moment très important dans ce processus. Voilà la projection de consommation finale. Là, c'est encore plus simplifié. Donc, on a les énergies fossiles qui, en gros, disparaissent. On a les énergies décarbonées hors électricité qui progressent, mais modestement. Et on a surtout une progression de l'électricité, dont une petite consommation pour l'hydrogène. Alors, voilà, il y a une trajectoire dite de référence qui est la plus probable. On peut voir ici le détail de la consommation. Donc, on a, comme aujourd'hui, du résidentiel qui baisse un peu au fur et à mesure qu'on remplace des chauffages électriques par des pompes à chaleur. Et ça permet de développer le chauffage électrique, de remplacer, je crois qu'il y a 4 ou 5 millions de maisons qui ont encore des chauffages à fioul. Il y a beaucoup de, voilà, on remplace tout ça par des pompes à chaleur, mais on remplace aussi les chauffages électriques inefficaces par des pompes à chaleur et on isole les maisons. Et ça permet en gros, avec un petit peu moins d'électricité qu'aujourd'hui, de remplacer les combustibles fossiles dans le résidentiel. Pareil dans le tertiaire. Les transports, là on augmente fortement la consommation, mais vous voyez que c'est pas, les transports c'est énorme en énergie dans notre bilan aujourd'hui, mais c'est pas si énorme que ça en électricité grâce à l'extraordinaire efficacité de l'électricité dans les transports. Dans l'industrie, pareil, électrification, voilà, énergie et perte, et puis un peu d'hydrogène bas carbone. Donc il y a des variantes. Ça, c'est la référence que je vous ai détaillée. On a beaucoup reproché à RTE de ne pas avoir détaillé toutes les variantes, mais c'est quand même déjà un rapport de 600 pages et 2 ans de travail. Donc,
Peut-être que ça sera fait par la suite. Il y a une variante plus sobriété, un peu plus tirée vers le négawatt, avec des choses que je trouve bonnes et d'autres choses auxquelles je ne crois pas en ce qui me concerne, mais voilà, la réindustrialisation, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne crois pas non plus. Là, c'est par contre plus d'énergie. Puis il y a encore d'autres variantes, électrification plus rapide, électrification plus lente, efficacité énergétique moins réussie, beaucoup plus d'hydrogène, etc. Bon, voilà. Il y a des variantes, évidemment, qui sont importantes, mais voilà, on a quand même une indication générale. Même avec la sobriété, on augmente. On est aujourd'hui à 400, 450. Dans tous les cas, la consommation d'électricité augmente. Et puis alors, on a ces fameux 6 scénarios de production. Donc, on a 3 scénarios sans nouveau nucléaire. C'est ça qui est notable ici. Donc, un où on supprime totalement le nucléaire avant 2050. Donc, même l'EPR de Flamanville, s'il est raccordé, il est déraccordé. Et puis on a ici 2 scénarios un peu différents sur le développement des renouvelables, avec une façon très, très diffuse et une façon avec des grands parcs qui est un peu moins coûteuse. On voit ce qu'il faut en équipement solaire, en équipement éolien terrestre et maritime. Voilà. Et puis là, on a un restant de nucléaire de 16 gigawatts, c'est à peu près l'équivalent de 16 réacteurs entre 900 et 1300 mégawatts. Un peu moins probablement, ce sera plutôt des 1300. Et là, on a les 3 programmes avec relance du nucléaire, lancement d'un programme de construction de nouveaux réacteurs. Donc on a ici ce qu'ils appellent le N1, le N2, donc là c'est plus rapide. Donc ça c'est le nouveau nucléaire, 13 gigawatts ici, 8 EPR, ici 14 EPR, et ici 14 EPR plus des small modular réacteurs qui n'existent pas, mais bon, qui existeraient par hypothèse en 2050. Voilà, alors, et puis il y a des hypothèses communes à tout ça, évidemment. On va juste regarder un tout petit peu la comparaison économique, parce que, alors, il y a plusieurs résultats fondamentaux dans cette étude. Le premier, c'est qu'on ne sait pas faire si on ne développe pas fortement les énergies renouvelables dans tous les cas. Et vous entendez aujourd'hui des hommes politiques et des femmes politiques, surtout les hommes politiques d'ailleurs, enfin non, des femmes politiques aussi après tout, qui disent non, on va faire sans, on va pas en construire de nouvelles, ou on va même démanteler les éoliennes qui existent, etc. Bon, on ne sait pas faire, on ne sait pas développer le nucléaire comme on l'a fait dans les années 70 pour faire 70%, garantir 70-75% de nucléaire en 2050. On ne sait pas faire. L'autorité de sûreté nucléaire se demande même si on va réussir à faire le grand carénage, dans quel délai, mettre en route un EPR, en construire quelques autres. Voilà. Pour l'instant, voilà, on en est là, donc on ne sait pas faire sans les renouvelables. Deuxième leçon, quand on prend... Alors les renouvelables sont moins chers que le nucléaire, mais au niveau du système, quand on arrive à des taux très élevés, il y a des coûts de système pour gérer la variabilité qui deviennent importants. Et c'est une des leçons de l'étude telle que les résultats ont été présentés, qui est, au fond, les scénarios avec nucléaire coûtent moins cher que les scénarios sans nouveau nucléaire. Voilà, et on va s'attarder un tout petit peu sur la comparaison entre 2 scénarios. Celui qui a pas de nouveau nucléaire ici, mais qui garde 16 gigawatts en 2050 de nucléaire existant, et puis ce scénario médian sur le nucléaire, qui est quand même assez rapide. Il faut développer des EPR de façon assez rapide. On va regarder ici la comparaison économique, et on va voir qu'il y a quand même des incertitudes. Et c'est ça qui est en discussion aujourd'hui. Alors là, le nucléaire est vraiment moins cher que le scénario sans nouveau nucléaire. Si le coût du capital est élevé pour tout le monde, si le coût du nucléaire... Alors, attendez, je suis en train de me tromper. Oui, pardon, ça c'est le N2.
Oui, le nucléaire est moins cher, donc c'est quand même l'hypothèse de départ. Le scénario du nucléaire est moins cher. Si les coûts de l'éolien flottant sont très élevés, bah oui, c'est encore plus vrai. L'écart de compétitivité, qui est d'à peu près 10 milliards, il augmente ici, selon certaines hypothèses. Mais alors, il y a une hypothèse qui est ici, qui est très intéressante et qui met les choses à peu près à égalité. Et c'est si le coût du nouveau nucléaire... Non, pardon, si le coût de financement du nouveau nucléaire est significativement plus élevé que celui des renouvelables. Or, dans la comparaison économique de base, on a pris le même coût du capital pour le nucléaire et pour les renouvelables. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui, puisque les renouvelables sont financés par des investisseurs essentiellement privés, sur des appels d'offres qui sont faits, c'est-à-dire qu'in fine, c'est bien les consommateurs d'électricité qui vont payer, mais au fond, les investisseurs privés avancent l'argent pour la construction, et ils avancent l'argent avec des emprunts bancaires à des taux excessivement faibles. Excessivement faibles parce qu'il n'y a pas de risque commercial grâce au système politique qui rémunère les énergies variables, mais aussi parce que les délais de construction sont à peu près... Enfin, ça n'a pas été vrai pour l'offshore, mais les délais de construction sont à peu près tenus et la technologie est extrêmement fiable. Pour le nucléaire, vous ne trouvez pas d'investisseurs privés, ou difficilement. Et donc, pour arriver au même coût de financement, vous êtes obligé d'avoir que de l'argent public. Alors moi, je ne suis pas obsédé par la dette publique, mais c'est assez intéressant de voir des gens qui sont plutôt très, très hostiles à la dette publique se montrer aussi très, très favorables à un nucléaire qui, en réalité, ne pourra être économique que s'il est totalement financé sur de la dette publique. Voilà, je veux souligner cette petite contradiction. Après, chacun pense absolument ce qu'il veut. Je vais arriver à ma conclusion, on va sortir du cas français, on va revenir au cas général. Pour éviter un désastre climatique, il faut améliorer l'efficacité énergétique et matérielle. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est l'idée du recyclage, des cycles courts, etc. Il faut généraliser la production électrique sans CO2. Il faut électrifier presque tout ce qui est électrifiable. Les bâtiments avec des pompes à chaleur, les transports avec des batteries, les industries avec des techniques électromagnétiques et du stockage de chaleur haute température. Il faut utiliser l'hydrogène, oui, quand on ne peut pas faire autrement. Et voici quelques exemples, les produits chimiques, réduction des minerais de fer, etc. Voilà, c'est ça les axes principaux de l'action pour éviter un désastre climatique. Je vous remercie de votre attention. J'ai 40 slides en réserve, mais j'espère qu'on va pas toutes les montrer. Merci. Alors, je suis persuadé qu'il doit y avoir des questions dans la salle. Enfin, je suis persuadé, je me lance peut-être. J'espère. J'espère, en tout cas. Alors, une question là-bas, oui. Il y en a une au milieu aussi. Bonjour. Alors, il y a la question à la droite, là-bas. À gauche, ici. Déjà, merci beaucoup. J'avoue que j'ai quand même une question au sujet du retour du nucléaire en France qui est évoqué par certains politiciens, parce que franchement, j'avoue être assez... ne pas très bien comprendre comment c'est possible que ça revienne aussi fort dans le débat, alors que, comme vous l'avez dit, il y a d'autres alternatives qui reviendraient moins cher à la collectivité déjà d'une part, et puis on oblitère complètement le côté des risques liés à l'électricité nucléaire qui sont toujours présents, et des déchets, en fait, plus le coût du démantèlement, effectivement. Et les déchets nucléaires, bizarrement, on ne savait pas les traiter dans les années 60 quand on a mis en place tout le nucléaire en France, et on ne sait toujours pas le faire. Et ça, on n'entend pas trop ça de la part des politiques, et je trouve ça... Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Il n'y a pas plus de voix qui s'élèvent contre, en réalité. Merci pour votre question. Alors, vous m'invitez à me faire l'avocat du diable, donc je vais le faire. Je pense que, si vous voulez, ce qui a changé fortement le contexte, c'est quand même la conférence de Paris, c'est-à-dire la conférence des parties à la Convention sur les changements climatiques de 2015, qui a adopté l'objectif de moins de 2 degrés, si possible pas plus de 1,5 degré de changement climatique. Et donc c'est devenu assez rapidement l'idée qu'il faut arriver à des émissions de CO2
net nul, c'est-à-dire pas plus d'émissions brutes que de capture par les systèmes naturels. Ce qui a mis un niveau d'exigence bien plus important qu'avant sur l'ensemble des acteurs. Et ça arrive au moment où nos centrales nucléaires existantes, qui font quand même chez nous 70% de la production d'électricité, on approche d'un âge qui n'est pas encore canonique, mais voilà, qui est l'âge pour lequel elles ont été prévues et pour lesquelles une reconduction d'autorisation de fonctionner n'est pas une donnée évidente, suppose un passage par l'autorité de sûreté nucléaire, suppose une mise en conformité sur une amélioration de la sécurité, etc., etc. Dans ce contexte-là, alors effectivement, on a des renouvelables, et les renouvelables, leur coût s'est effondré. Les renouvelables sont effectivement 2 fois moins chers que le nucléaire aujourd'hui. En revanche, il est vrai qu'on n'a pas... Alors, on a des pays qui marchent avec 100% de renouvelables, mais c'est des pays qui ont quasiment 100% d'hydraulicité. Nous, on a 15% d'hydraulique, ou 13 ou 15%, ça dépend des années, ce qui est pas mal, mais c'est pas pareil. On n'est pas la Norvège ou même le Brésil, ou même... voilà. Il y a une vingtaine de pays dans le monde, je crois, qui ont 100% d'hydroélectricité. Bon, ça, évidemment, c'est parfait. Ça dépend de la géographie. On n'y peut pas grand-chose. On peut utiliser l'hydraulique mieux, mais on ne peut pas augmenter la production hydraulique. Donc, après, c'est du solaire et de l'éolien qui sont quand même variables. Et au fond, on n'a pas aujourd'hui de système qui soit à 100% d'énergie renouvelable avec une très grosse part de variables. On arrive à des 60%. Pour le Danemark, c'est un peu facile parce qu'il est à côté d'un château d'eau qui s'appelle la Norvège. Et quand il voit arriver la difficulté, il rajoute un câble de connexion avec la Norvège. On l'a tous fait, hein, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni. Tout le monde a tiré des lignes souterraines de raccordement avec la Norvège. Parce que la Norvège, c'est des barrages, il y a des possibilités énormes. Donc c'est une batterie électrique, c'est très commode. Il y a aussi la Suisse qui fait la même chose. Bon, très bien. Mais on n'a pas de système qui soit à 100%. Donc ça pose des questions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que ça va être facile, des gens qui pensent que ça ne va jamais marcher, des gens qui savent que c'est probablement possible, mais ce n'est pas totalement évident. Il y a encore des progrès à faire, il va falloir pas mal de flexibilité. C'est ce que RTE a fait. RTE a démontré que c'était possible. C'est peut-être une des leçons que j'aurais dû souligner. RTE dit c'est possible. On peut, nous, garants de la production électrique, on peut vous garantir le même niveau de sécurité qu'avant. C'est pas une sécurité à 100%, hein, parce que ça n'existe pas ou ça coûte trop cher, mais c'est un très bon niveau de sécurité qu'on a. On peut vous garantir le même avec 100% de variables, mais ça va coûter un peu plus cher que si on met du nucléaire. Voilà. Après, il y a aussi des gens qui... Alors, il y a une partie... Si vous voulez, il y a des pro-nucléaires intelligents, je dirais, qui disent oui, on va avoir besoin de... C'est quand même rassurant. Ça me rassure de penser qu'on va avoir 20 ou 30% de notre production électrique nucléaire parce que ça va faciliter la sécurité. Ce qui n'est pas tout à fait simple, je vais y venir. Et puis vous avez des idiots, très nombreux, qui passent leur temps à dire il faut arrêter les renouvelables, il faut les démanteler, ça ne sert à rien, ça coûte trop cher, ça ne marche pas, il faut faire que du nucléaire. Voilà. Donc vous avez 2 catégories de gens à ce sujet, ceux qui disent il faut faire que du nucléaire, ce sont des idiots. Et vous avez ceux qui disent ce serait pas mal de faire du nucléaire et des renouvelables parce qu'on va avoir besoin des deux, puis on n'est pas sûr à 100% qu'on va faire 100% de renouvelables. Voilà. Ça, c'est pas idiot, c'est discutable, mais c'est pas idiot, c'est un point de vue respectable. Même si ça pose plein de questions, ça pose des questions de la sécurité. Qu'est-ce qui se passe si la centrale de Nogent-sur-Seine a... Alors un tsunami, je sais bien, n'est pas possible à Nogent-sur-Seine, mais un autre incident, il y a eu Three Mile Island, il y a eu Tchernobyl. C'est pas la même technologie que Tchernobyl, j'entends bien. Three Mile Island, les dégâts ont été limités. Donc voilà, tout se discute. Les renouvelables, les déchets, est-ce qu'on va les enfouir? Vous savez, il y a des déchets dans les industries chimiques alors on dit les déchets nucléaires vont durer 10 000 ans parce que leur demi-vie est très courte, mais vous avez des déchets qui n'ont pas de demi-vie, donc ils durent toujours. Mais alors par contre, on peut les traiter par la chimie, ce qui n'est pas le cas des déchets nucléaires, etc. On peut avoir des discussions infinies sur le sujet. Une autre question, milieu de la salle. Oui, bonjour. Je voulais savoir, vous avez parlé des conséquences par rapport au CO2.
Est-ce qu'on a des informations sur les pollutions que pourraient engendrer les extractions de minerais, la transformation pour fabriquer de l'hydrogène, ce genre de choses? Attendez, excusez-moi, je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre. Vous parlez de l'extraction des minerais ou... Là, vous avez fait un exposé par rapport au changement climatique, donc par rapport au CO2. Oui. A-t-on des informations sur les pollutions? Ah oui, bien sûr. Alors oui, j'aurais peut-être dû montrer quelques transparents à ce sujet. Oui, on a une extrême pollution une pollution de l'air très, très forte. Alors ça dépend quand même des pays. Les pays qui ont beaucoup de charbon ont des pollutions beaucoup plus fortes. Vous avez vu ça récemment encore à Delhi. Mais on sait que la pollution atmosphérique tue il y a des milliers de morts prématurées, y compris en France, dues à la pollution atmosphérique, dues aux particules fines. Alors il y a les moteurs diesel, il y a d'autres sources. Il y a des particules fines qui peuvent venir d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est évidemment très important. Et dans la transition énergétique, un des objectifs est aussi de réduire fortement la morbidité et la mortalité dues à la pollution de l'air, bien entendu. Vous avez raison, j'aurais dû avoir... Il y a une question devant, à gauche. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose des techniques de stockage du CO2 et de leur évolution et de leur coût? Et vous avez dit que la voiture électrique avait un coût une émission de CO2 de 2 fois moins importante que les voitures thermiques. Ça inclut donc depuis la production de la voiture jusqu'à son recyclage aussi. C'est tout compris? Oui, c'est les analyses de cycle de vie. Alors ça dépend fortement de l'endroit où sont fabriqués les véhicules et leurs batteries, mais ça dépend quand même d'abord et avant tout du mix énergétique là où la voiture est utilisée. Et la complexité, c'est de savoir s'il faut prendre en compte ce qu'on appelle le kilowattheure marginal ou le kilowattheure moyen. La plupart du temps, on fait des calculs assez favorables avec le kilowattheure moyen, qui tient compte au fond de l'évolution du parc, et donc ça va cesser de s'améliorer. Mais si je regarde à l'instant T, une voiture électrique de plus, elle va prendre un kilowattheure marginal qui, dans nos pays, va souvent être en fait ex-gaz. Donc ça va être quand même moins bon que ça. Voilà. Et je ne sais pas vous dire quelle est la bonne solution, parce que les deux ont leurs défauts. Mais oui, je dirais que c'est du sans regret, au sens où on a toujours une réduction qui est plus ou moins forte et qui va augmenter avec le temps. Je ne dis pas la même chose avec la production d'hydrogène, par exemple. La production d'hydrogène, si j'en fais trop tôt aujourd'hui, elle n'est pas très verte, parce que, alors si je prends le kilowattheure moyen, ça va pas mal, mais si je prends le kilowattheure marginal et que je considère que, au fond, je vais fabriquer quelques kilowattheures de plus en Europe avec du charbon ou du gaz pour faire de l'hydrogène, c'est beaucoup plus mauvais que si je laisse faire de l'hydrogène gris, et encore beaucoup plus mauvais que si je fais de l'hydrogène bleu, c'est-à-dire avec capture et stockage du CO2. Donc j'en viens à cette partie. Pour l'instant, la plupart des installations de capture du CO2 utilisent le CO2 de différentes façons, mais notamment pour faire de la récupération assistée de pétrole. C'est-à-dire on envoie le CO2 dans le sol. Une bonne partie reste dans le sol, mais ça sert à sortir du pétrole. Donc c'est discutable, disons, d'un point de vue écologique. Je pense qu'il y a maintenant des grands projets. Alors ça fait longtemps qu'il y a des grands projets, mais je pense qu'ils avancent, notamment en mer du Nord, qui sont des projets qui vont rassembler plusieurs États pour avoir parce qu'il y a des économies d'échelle importantes, pour collecter à partir des industries littorales des quantités importantes de CO2, les amener en mer du Nord, les injecter dans un puits profond. Il y a quelques exemples quand même d'injection profonde depuis longtemps, à Sleipner en mer du Nord, où là, vous savez, quand on exploite du gaz naturel, s'il contient du CO2, naturellement, ce n'est pas le produit de sa combustion, c'est juste le CO2 qui est déjà là, il faut l'enlever pour vendre le gaz naturel. Donc il y a quand même du strippage de CO2 qui est fait et du stockage. Alors au début, on l'envoyait dans l'air, on le laissait partir à l'air. Maintenant, depuis 20 ans quand même, à Sleipner, on le stocke dans le sol. Et on montre que ça se stocke bien. Voilà, ça n'est pas hyper difficile ou hyper insécure, je dirais.
Voilà, mais il y a des gens qui n'aiment pas. En Europe, les avis sont partagés. Alors, une dernière question à droite. Voilà. Ah ben, il y avait là-haut aussi, mais on va prendre à droite d'abord, en jaune. Jaune, d'accord. J'ai entendu certaines personnes dire que le développement de l'hydrogène, c'est pas très intéressant financièrement parce que ça coûte des infrastructures extrêmement chères et qu'on devrait davantage développer le méthane puisqu'il y a déjà des réseaux de gaz. Donc, il y a des techniques qui permettent de passer de l'électricité au méthane. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'en pense que c'est une fausse bonne idée, si je puis me permettre. Pour la raison suivante, c'est qu'aujourd'hui, on fait l'hydrogène essentiellement à partir du méthane, qui est le principal constituant du gaz naturel, et j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre pourquoi, tant qu'on fait de l'hydrogène à partir du méthane, il faudrait en plus faire du méthane à partir de l'hydrogène. C'est quand même faire et défaire. Alors, je sais bien que c'est toujours travaillé, donc il y a des lobbies qui peuvent y trouver un certain intérêt si c'est financé sur fonds publics, mais séparer le méthane en hydrogène et CO2, puis ensuite faire des usines où on va rassembler le CO2 et l'hydrogène pour faire du méthane de synthèse, ça me paraît absurde. Alors, dans un monde où on aura totalement cessé de faire de l'hydrogène avec du gaz naturel, c'est peut-être envisageable. J'avoue que j'ai une certaine réticence à remettre de l'hydrogène, remettre du carbone dans le jeu pour fabriquer un vecteur d'énergie dont l'utilité ne saute pas aux yeux. C'est-à-dire que alors je vois bien qu'il y a des réseaux de gaz, c'est un actif échoué, mais je vais quand même garder mon efficacité de 50%, elle va être encore un peu plus basse parce que j'aurai la conversion en méthane, alors que j'aurai une efficacité apparente de 300 à 400% en passant à l'électricité. Donc fondamentalement, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Alors, vraiment, parce que je ne l'avais pas vu, mais c'est la dernière, très courte réponse. Juste deux petites. Deux petites. Ah non, mais... Non, très courte. Simple. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas l'éolien offshore ? A priori, il y a quand même un potentiel énorme. Et puis, je vous ai trouvé optimiste sur la disparition totale de l'utilisation du pétrole. Qu'en pensent les pays exportateurs de l'OPEP ou les États-Unis ? Est-ce qu'ils freinent des cas de fer ou pas ? Excusez-moi, je n'ai pas compris la première question. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas l'éolien offshore davantage ? Alors, merci. On le développe. Simplement, on le développe surtout ailleurs qu'en France jusqu'à présent, puisque vous avez plusieurs... vous avez des gigawatts partout dans le nord de l'Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni. Voilà, vous avez la Chine et les États-Unis qui s'y mettent. Les premières éoliennes, les grandes éoliennes Héliade de General Electric, on les a envoyées en Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Voilà. Maintenant, on s'y met. La France est un grand pays maritime. Je crois que c'est le deuxième pays par la surface des eaux économiques exclusives. On a une grande industrie de l'offshore pétrolier. Et au fond, il y a quand même des techniques qui sont un peu les mêmes. Pour faire flotter une éolienne ou faire flotter une plateforme pétrolière, c'est un peu les mêmes métiers quand même. C'est assez incompréhensible qu'on soit tellement en retard sur ce qui va devenir une technique absolument capitale dans le monde entier. Le Japon, qui veut importer tellement d'hydrogène, va un jour réaliser qu'avec l'éolien flottant, il peut faire énormément de choses. Et le coût parce qu'aujourd'hui on a de l'éolien posé, hein, on a la mer du Nord qui est formidable pour l'éolien posé, et puis on a l'éolien flottant qui va là où on a des côtes qui s'enfoncent rapidement et des profondeurs trop grandes. Et l'éolien flottant va se développer de manière considérable, il faut encore en réduire le coût. Voilà, c'est incompréhensible qu'on soit si faible. Vous avez tout à fait raison de poser la question. La deuxième question, c'était sur l'OPEP. Ah oui, disons que les produits exportateurs de pétrole, ils ont tout fait. Je peux en témoigner parce que j'ai été négociateur à COP 1. Ils ont tout fait depuis le début pour ralentir le processus, etc. Maintenant, ils font semblant d'embarquer avec le processus, de développer la capture et le stockage du CO2 comme le moyen de continuer à exploiter le pétrole et le gaz. Cela dit, je pense que le gaz a un rôle à jouer et je pense que les pays et les compagnies
investis dans le gaz doivent faire un choix entre le choix du méthane de synthèse qui, comme je l'ai dit, me paraît une aberration, en tout cas aujourd'hui, et le choix, au contraire, d'utiliser du gaz avec capture et stockage du CO2 pour faire de l'hydrogène bleu. Parce que dans les 20 ans qui viennent, on va manquer d'électricité verte pour faire en plus de l'hydrogène et des combustibles avec des faibles rendements dont on aura besoin pour les bateaux et les avions. Et il faut garder cette électricité verte pour aller là où elle réduit le plus les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire pour remplacer les centrales à charbon d'abord, puis les centrales à gaz, etc. Et donc, avoir de l'hydrogène bleu avec du gaz et de la capture de CO2, ça me paraît pour les 20 ans qui viennent une option tout à fait intéressante vers laquelle je pense que des pays pétroliers et gaziers peuvent se tourner. Après, c'est aussi des pays qui ont très souvent une très bonne ressource solaire, quelquefois, pas tous, mais quelquefois des très bonnes ressources éoliennes, et ils peuvent aussi fabriquer de l'hydrogène vert et avec lui, et avec leur hydrogène vert ou bleu, des produits dérivés de l'hydrogène, ammoniac, méthanol, naphta, hydrocarbures, kérosène de synthèse, dont on aura besoin, dont l'économie mondiale aura besoin. Merci pour cette présentation claire sur la transition énergétique.